Podcast. Accrochez-vous maintenant parce que nous allons entamer la deuxième partie de notre podcast sur la lutte pour les droits des femmes. Il n'y a pas que les droits qu'on retire aux femmes, c'est surtout qu'on leur ordonne plein de choses tout le temps. Je vais pas vous faire le de tout temps, tout homme, mais de tous âges, toutes femmes. On va leur dire à chaque fois comment elles doivent être, comment elles doivent s'habiller, comment elles doivent, dans tous les aspects de sa vie. J'aimerais commencer par déjà le plus important, c'est la vie intime. Donc Alex. Alors le souci, c'est que c'est un peu une recommandation à tiroir en fait, parce que... Non mais c'est le même auteur, le même livre en vrai. D'accord, vas-y. Mais ce livre, en fait, il fait un peu transversal sur cette partie de l'épisode. À la base, je voulais vous parler d'une nouvelle de Ksenia Potrapeliuk, Un métier comme un autre. Et en fait, à la base, c'est une nouvelle d'un livre qui s'appelle Histoire de meuf de Ksenia Potrapeliuk. Ksenia, c'est une amie d'enfance à moi. C'est une des personnes que, si je vous racontais sa vie dans le détail, ça pourrait faire une série télé sur Netflix. Elle a une vie de ouf parce que cette meuf, elle a vécu 1 milliard de vies déjà. Et elle est incroyable. C'est un peu un de mes rôles modèles, une de mes amies qui est incroyable en fait. Et elle aime écrire. Parmi ses vies, elle écrit. Et ces histoires de meufs, ces nouvelles, je sais plus, il y en a 5, 6, 1, 2, 3... 7, ça se lit vite pourtant. 7 nouvelles sur 7 meufs. C'est moi qui connais Ksenia et ses amis et son histoire. Je sais que ces 7 meufs, elles existent d'une certaine façon et elles ont existé. Quelque part, à un moment donné, elle les a rencontrées d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que moi, ce livre me touche un petit peu. C'est cette histoire sur des injonctions. Il y a une jeune fille, par exemple, qui est mal dans sa peau et qui est en prépa, et elle est accro à un mec. Il y en a une autre qui est avec un mec qui est jaloux maladif, en couple, et qui lui pourrit la vie, etc. Voilà. Et chacune de ces femmes a un vécu qui racontait de façon assez crue, comme si on lisait un journal intime, en fait, un peu rédigé en direct. Et il y a toutes les injonctions. Il y a le corps humain. Il y a l'injonction à être parfaite physiquement, à être l'injonction à la carrière, quand est-ce que la maternité, comment et tout ça. Et parmi ces nouvelles, il y en a une qu'elle a décidé de reprendre, qui est en fait l'histoire d'une prostituée à Montréal, en fait. Et parce qu'elle a décidé de réécrire la fin, en fait, tout simplement de cette nouvelle. Et à la base, cette nouvelle s'appelait La Travailleuse. Et elle a réécrit, ça fait 50 de pages reprises. Et elle s'appelle Un métier comme un autre. Je m'arrête juste sur son recueil de nouvelles histoires de meufs parce que à la caméra, on voit, elle a choisi Violette Maurice comme couverture. Alors Violette Maurice, c'est une femme qui a vécu sans vie aussi. La fin de sa vie est pas... Elle était dans l'espionnage un peu pour la Gestapo, donc c'est... Mais par contre, c'est intéressant de connaître la vie de Violette Maurice en soi. Je lui ai demandé pourquoi elle l'a choisie pour sa couverture. Elle m'a dit parce que l'image était badass. C'est une meuf qui va te mettre une patate. Et je trouvais ça bien pour illustrer mon recueil de nouvelles de meufs qui mettent des patates. Et en fait, Un métier comme un autre, si à la base j'ai hésité à le présenter, c'est parce que... moi, j'ai pensé à le présenter tout simplement parce que je l'ai reçu par la poste le mois dernier. Voilà. Et pour moi, c'est intéressant parce que il y a des vécus qui sont un peu mélangés dans cette histoire. Et la conclusion, donc que je vais vous spoiler, en fait, voilà, est intéressante. Voilà. Parce que... Bref, donc c'est l'histoire d'une prostituée à Montréal, voilà, qui fait ce métier parce que la vie l'a amenée à faire ce métier, qu'elle a décidé de continuer à faire ça. Et son compagnon, en fait, est malade. Mais son compagnon n'est pas au courant que c'est une prostituée. Et je vous spoile pas l'histoire si jamais vous étiez amené à le lire. Mais en fait, tout simplement, à la fin de l'histoire qu'elle a réécrite, la deuxième fin, la fin alternative, en fait, tout simplement, elle évoque un collectif qui s'appelle le Mouvement du Nid et qui est un collectif duquel Ksenia Potrapeliuk est membre et qui aide des prostituées qui sortent de cette situation de prostitution à revenir, à changer de métier, à changer de vie si elles le souhaitent, voilà, et à changer de voie, en fait, voilà. Sachant que c'est une autrice qui, comme ce recueil de nouvelles le montre bien, parce qu'il est beaucoup situé à Limoges, et Limoges est une ville très connue pour
être à une ville où la prostitution, c'est un petit peu genre... si tu vas à la gare de Limoges à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, voilà, on croise des prostituées. C'est pas quelque chose d'inhabituel, c'est pas quelque chose qui surprend. Et voilà. Mais le Mouvement du Nid, voilà, c'est un collectif qui a pour but d'aider les personnes qui veulent ne plus faire ça, tout simplement. Et c'est vrai que dans ce livre, voilà, en fait, quand on voit le dos de couverture, elle dit: la prostitution est une chose sordide, dégradante, même lorsqu'elle se pratique sur une table de massage désinfectée, sous la douce lumière d'une guirlande lumineuse et dans des effluves de parfum. C'est pas forcément ce qui a écrit mot pour mot dans la nouvelle, en fait, que ce soit la première ou la deuxième version. Mais effectivement, ce qui ressort, c'est que l'autrice a un parti pris qui est opposé à la prostitution, pas à la prostituée, au contraire, mais aux hommes qui encouragent ça et le fait que voilà que les prostituées en fait ne soient invisibilisées en fait dans le désir des hommes. Et c'est quelque chose qu'elle avait pas assez mis en valeur dans la première version et qu'elle a plus mis en valeur dans la deuxième. Elle a pas assez tapé sur les doigts des hommes et je trouve que c'est un parti pris intéressant, voilà, parce que malgré tout en France, on est un pays où les prostituées n'ont pas de sécu, c'est pas reconnu comme un métier, donc elles ont pas de droits, tout simplement, c'est illégal. C'est quelque chose qui est pas reconnu, mais par contre, c'est pas illégal, mais c'est pas non plus un statut. Donc on est Oui, vraiment dans un c'est pas flou illégal. juridique. Ça l'a été et ça l'est pas. Mais c'est pas encadré non plus, et du coup, encore une fois, c'est les femmes qui en pâtissent. Et que ce soit ce recueil de nouvelles ou cette nouvelle en particulier qui est mise en valeur, à chaque fois, c'est des réflexions de femmes qui sont très en lien avec leurs différents rôles dans la société, donc je trouvais ça intéressant. Et c'est vraiment écrit avec les tripes, en fait. Donc c'est vraiment une façon d'écrire qui est pas... C'est vraiment, on a l'impression d'être dans la tête d'une femme, d'une autre, et c'est intéressant. Mais effectivement, ça ramène à, encore une fois, comment dire, la prostituée, c'est une femme qui est un peu au service des désirs de l'homme, mais la prostituée, c'est une femme de petite vertu, comme on l'appelle. Alors pourquoi l'homme, il pourrait faire ça et pourquoi la femme, elle n'a pas le droit d'exister en tant que... En fait, il y a une certaine objetisation, mais c'est pas un objet noble, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu délicat, mais je sais qu'il va pas être évoqué que par moi, enfin je pense. J'ai lu le titre, je dis pas par qui, je dis pas à quel moment, mais voilà, je sais qu'on n'a pas forcément tous le même avis là-dessus. Ouais. Moi en tout cas, je trouve ça dommage que ce soit voilà, qu'encore une fois, ce soit un métier qui en tout cas dans notre pays, il n'y ait pas de droit associé à ça, voilà. Totalement. Yellow, ta BD? Ouais, du coup, t'aurais pas spoilé de très longtemps, de toute façon, de qui allait parler. Il n'a pas dit quoi. Parce qu'effectivement, moi, je présentais encore une effectivement, c'était que je commence par des BD, je finis par les essais. Donc, j'ai présenté une BD qui s'appelle Bagarre érotique. Je peux même vous la montrer. Qui parle aussi de travail. Du point de vue, c'est un graphisme qui est très très brut avec beaucoup de noir, un petit peu de rouge et au niveau du format, c'est assez épuré. Il y a pas beaucoup de cases. C'est plus des personnages comme ça dans le blanc de la page avec beaucoup de texte. Et du coup, c'est un témoignage de l'autrice qui s'appelle Clou, qui elle est, en tout cas au moment du récit, est travailleuse du sexe. Et du coup, elle témoigne de sa réalité à elle, de son expérience du travail du sexe. Elle a commencé. J'ai refeuilleté très rapidement tout à l'heure en préparant un peu ce que j'avais envie d'en dire. Elle a commencé parce que elle avait pas beaucoup de sous et qu'elle a déménagé en Belgique où elle avait plus du tout accès aux aides sociales, contrairement à en France. Elle témoigne notamment de son expérience en Belgique et à Amsterdam, où le travail du sexe est encadré dans, je sais plus le terme exact, mais dans des genres de maisons closes d'État. Le quartier rouge à Amsterdam est assez connu. Ça peut être cru et brutal pour enfin brutal. Ça peut être cru en tout cas pour les personnes qui sont pas prévenues de ce genre de propos. Pour le goût, tu disais, c'est raconté avec les tripes. Là, je pense que c'est vraiment le cas aussi. Et pour le coup, c'est vrai que ça reflète une opinion qui est assez différente de celle de Ksenia Potrapeliuk. Désolée de la prononciation, Non, si c'est pas ça. Puisque elle est, de ce que j'ai cru comprendre, je connais pas du tout l'autrice, donc voilà, mais ça m'a l'air d'être assez abolitionniste, en tout cas pas contre les travails du sexe, mais contre l'exercice du travail du sexe. Le mouvement du nid, j'en ai entendu parler qui disait
qu'ils avaient milité pour la loi actuelle sur le travail du sexe, qui pénalise non pas les prostituées, ce qui est déjà une bonne idée, mais qui pénalise les clients. Et en fait, cette loi, je crois que Clou justement en parle dans Bagarre érotique, elle est très très dangereuse pour les prostituées parce que sous couvert de ne pas pénaliser les prostituées en elles-mêmes, dit comme ça, quand je ne les connais pas beaucoup, ça a l'air bien. Mais en fait, derrière, c'est les clients qui sont attaqués. Du coup, ils en profitent pour demander des trucs en plus au même tarif. Il y a moins de clients prostitués sont obligés de se mettre plus en danger pour gagner leur vie, etc. Et j'avoue que l'autrice a repris, je m'étais mis un marque-page, elle a pris un exemple pour contrer justement ces arguments abolitionnistes qui est de toute façon on soit payé pour tout ce qu'on fait pour autrui du travail. Et c'est comme si, sous prétexte qu'il y a des enfants qui sont exploités pour fabriquer des vêtements, on a arrêté d'acheter des vêtements, en fait. C'est une métaphore très grossière, mais point de vue abolitionniste, c'est sous prétexte que, il y a des gens qui sont maltraités pour faire ce travail. On voulait empêcher le travail en question, sachant que la prostitution c'est connu comme étant le plus vieux métier du monde, vrai qu'on jour. Faut être, enfin, je ne pense pas, en tout cas, c'est que mon avis. Je pense que c'est important à lire. Je t'encourage vraiment si qui t'intéresse, Alex. Bon, sans pression aucune, évidemment. Et de toute façon, j'encourage tout le monde à lire parce que c'est des réalités qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Et quand on en entend parler, c'est ceux qui sont un peu en mode misérabiliste. C'est bien d'avoir un autre point de vue. Et l'autrice, enfin, au cas où, l'autrice ne nie absolument pas que l'exploitation du travail sexuel, c'est vraiment dramatique et que enfin, c'est pas normal, quoi. Voilà, au cas où. Non, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des points de vue de femmes qui sont dans cette situation, c'est ça. quelle que C'est ça, soit. exactement. Je lirai, c'est sûr. Je te le conseille grandement. Il est très intéressant. Iphigénie? Oui. Aïs, Fifi, Brin d'Acier, maintenant, on développe les surnoms ce soir. Hein, je te... Moi, j'étais dans une association de santé communautaire au moment des discussions sur la loi de pénalisation des clients en 2016. Donc oui, effectivement, l'amicale du Nid, entre autres, je les connais bien. Je les apprécie pas, hein, il faut bien le dire. Il y avait la possibilité, dans les discussions de cette loi, justement, de légiférer pour donner des droits aux travailleurs du sexe. C'était pas la position défendue par l'amicale du Nid, clairement. Il y avait cette possibilité de protection. Ils ont opté ils ont fait énormément de lobby pour. Ils ont emmené des quarts de gens, je suis désolée, ils ont emmené des quarts de gens à l'Assemblée nationale. En fait, au final, en ne retenant que les témoignages de personnes qu'il faut écouter, hein, que la prostitution a traumatisé, abîmé et qui existe, et c'est indéniable. Bien sûr. Mais ils ont complètement, en fait, c'est cette chose qu'on voit dans d'autres catégories d'abus ou de situations conflictuelles, où en gros, le discours d'un certain nombre d'associations qui sont ouvertes de défendre les prostituées. Alors après, l'amicale du Nid est connue aussi pour proposer comme alternative à la prostitution le fait de faire des boîtes en carton à 40 centimes sur une période très courte et de virer du programme les gens qui retomberaient dans la prostitution. Oh mon Dieu, quelle horreur! Voilà, après, je suis sûre qu'il y a plein de personnes à l'amicale du Nid qui sont très sincères dans leur volonté d'aider des gens vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme intrinsèquement une violence, etc. Pour ce qui est des dirigeants, on a des chiffres hein, maintenant sur l'augmentation des violences, des meurtres depuis directement corrélé à cette loi de pénalisation des clients. Et c'est pas joli, c'est quelque chose dit par toutes les associations de santé communautaire, par toutes les associations de travailleurs et de travailleuses du sexe. En fait, c'est ça, c'est bien gentil de porter la voix, mais ça donne un peu cette impression que les travailleurs du sexe seraient des enfants, que de toute façon leur parole est pas valable, leur parole est pas écoutable parce que de toute façon ils sont aliénés et que s'ils se rendent pas compte de la violence de leur situation, c'est qu'ils font un déni. Et s'ils se rendent compte de la situation de violence, faut pas vraiment non plus les écouter, il faut les prendre en charge. C'est vraiment l'infantilisation, en fait. C'est une infantilisation assez intense qui vise aussi à diaboliser toute autogestion, toute association d'autogestion qui militerait pour ses droits est vue tout de suite comme, mais en fait, c'est pas, nous, on a des vraies prostituées, les vraies prostituées, c'est des victimes qui disent que c'était horrible.
ce qui existe, c'est indéniable. Mais du coup, si quelqu'un se prétend travailleur du sexe et n'a pas ce discours, bah, c'est qu'en fait, c'est des proxénètes déguisés, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le discours des abolitionnistes. Et aussi cette notion que moi je trouve extrêmement dangereuse, qui vise à considérer que la prostitution, c'est intrinsèquement un viol. Et en fait, du coup, on fait quoi quand dans le cadre de son travail, on est violé, en fait? Ça n'existe plus. C'est leur dénier la possibilité de porter plainte. Et si enfin, dans la mesure où ça se répand comme schéma de pensée, ça redonne des situations qui visaient à un peu se calmer vous pouvez pas porter plainte pour une agression sexuelle, en fait, parce que c'est votre quotidien de vivre des agressions sexuelles, quoi. Ça nie la possibilité de porter plainte pour viol, ça nie, c'est très violent. C'est très violent de dénier à ce point, mais on a d'autres courants féministes qui s'attaquent à d'autres catégories de femmes en disant, celles-ci, faut pas les écouter, en fait. C'est des enfants, elles savent pas ce qu'elles disent. Ce que vous m'avez dit tout, en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que dès qu'on parle de sexe et de femmes, on nous rend de nouveau irresponsables. Dans le sens où je vais parler de viol, par exemple, là, parce que c'est en gros, c'est ça, quand on voit tous les témoignages de violences sexuelles, pour cette fois-ci, de personnes qui ne sont pas prostituées, attention, hein. On leur dit toujours, quand c'est la femme, elles l'ont cherché. Ou, tu vois, c'est ça. Et je pense que en matière de prostitution ou en matière de sexe, je pense que tant qu'on aura un regard de jugement sur le sexe, et je parle pas du sexe des hommes, je parle du sexe des femmes, puisque c'est bien ça le problème en fait. C'est que tant qu'on parlera, on aura une espèce de jugement de moralité sur le sexe, donc l'activité sexuelle des femmes, autre que reproductrice, et c'est plus facile à dire à 23h12, reproductrice. Eh ben, je pense qu'on aura un problème et je pense que personne ne sera protégé en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, je vous ai perdu. Non, je suis d'accord. Non, au contraire, parce que sur cette question plus générale, un abolitionnisme qui viserait à abolir toute forme, comment dire, de déconsidération de certains travaux, de devoir accorder une valeur monétaire à un travail qu'on n'aime pas, mais dans ce cas-là, c'est plus général, on peut l'entendre. Mais en fait, cette fixation sur quelque chose qui est du domaine sexuel, alors que pardon, mais les ouvrières des usines, les caissières, en termes de déconsidération, en termes de violence, en termes de je suis client, donc j'ai tous les droits, on n'est vraiment pas loin, quoi. Mais là, ça touche effectivement à l'intime, à la pénétration, etc. Mais la violence du je suis client, j'ai tous les droits, elle s'exerce dans toutes les situations où il y a des clients. Et en fait, la possibilité d'avoir un rapport de force, elle se fait que si effectivement il y a une certaine sauvegarde de considération qui fait qu'on peut récupérer un peu de 20 000. Mais plus on est soumis à l'opprobre, plus c'est compliqué. Et plus on est soumis à la clandestinité, plus c'est compliqué. Je pense que considérant le sexe, il y a aussi un aspect de, normalement, si dans les très très gros clichés qui j'espère tendent un peu à disparaître, c'est le sexe c'est indu de la femme à l'homme dans le mariage. Et du moment où la femme en tire du pouvoir, c'est-à-dire de l'argent, et ça marche plus, quoi. C'est peut-être un poncif, mais la femme, c'est soit une maman, soit une putain, quoi. Ah bah, Oui. bien sûr. Enfin, je sais pas oui en approbation de ce qu'on vient de dire, c'est oui, rabâche. Oui. Ne sortez pas mes propos du contexte. C'est toi qui fais le montage. Il y a les femmes respectables et les autres, et attention, si tu ne marches pas droit, tu finiras dans la deuxième catégorie et tu l'auras bien cherché. C'est ça. Ah mais c'est ça. Mais en parlant des TDS, alors moi je suis beaucoup moins renseignée que vous et j'ai peut-être une opinion beaucoup moins tranchée. C'est pas grave. Mais j'ai l'impression que quand une femme est travailleuse du sexe de façon volontaire, hein, pas victime d'un trafic d'êtres humains ou quoi que ce soit, c'est toujours très mal vu qu'elle soit libérée, qu'elle fasse ça parce qu'elle en a envie et qu'elle aime ce travail-là. Quand ça touche les hommes, c'est très mal vu quand c'est pour de la prostitution homosexuelle. Par contre, des escort boys, c'est toujours ultra glamour.
C'est dans la fiction, dans toutes les nouvelles érotiques qu'on peut lire, tout ça, les hommes escort boys qui se prostituent pour des femmes avec des clientes, c'est toujours ultra glamourisé. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Au Japon, parce qu'au Japon, littéralement, les escort boys, c'est des superstars. Ils sont millionnaires. Les Japonais sont bizarres. Oui, mais Des hauts, c'est pas tout à fait. Je pense qu'on peut faire une comparaison, mais il y a une glamourisation, par exemple, des hôtesses, des bars à hôtesses aussi dans la littérature, qui sont mieux considérées effectivement que d'autres formes de prostitution indéniablement. Et puis après, on peut aussi partir sur le débat du handicap, parce que les TDS sont aussi des auxiliaires de vie sexuelle pour les personnes en situation de handicap. C'est peut-être un autre débat, mais je pense que c'est aussi très intéressant de reconnaître ces personnes dans leurs droits et dans qu'ils font également de l'aide à la personne. C'est presque du paramédical à ce niveau-là. Je sais pas. Voilà, petit pavé dans la mare. Ce sujet, ça soulève aussi la question du droit au sexe que pour le coup, je suis, enfin, déjà, sur le travail du sexe, je suis pas du tout spécialiste, mais là, je suis encore plus loin de ma zone sur laquelle j'ai des connaissances, donc, j'ai rien d'autre à ajouter, mais la question du droit au sexe, dans ce cas-là, enfin, c'est un peu tricky, je trouve. Dans ce cas-là, est-ce que la femme, enfin, le mari a en droit de réclamer du sexe femme, etc. Voilà, c'est sans doute des arguments très très grossiers qui peuvent être potentiellement démontés facilement et j'écouterai des arguments avec plaisir, mais Il y a eu des discours précisément chez les incels très très violents pour les travailleurs du sexe en réaction en disant qu'on leur doit du sexe gratuit en fait. C'est un scandale qu'ils aient à payer pour avoir du sexe. C'est un point aussi, j'y pense au fil de la réflexion, mais il y a vraiment cette dimension je trouve infiniment bloquée de ne pas pouvoir. C'est quelque chose qu'on voit justement dans la lutte des travailleurs du sexe pour leurs droits. Il y a, comment dire, une pudeur et un retrait à parler du fait que, enfin, ils se censurent beaucoup sur le fait que, c'est pas un travail qui est très drôle et qu'il y a des situations nulles parce qu'en fait, il y a une invalidation de leurs propos s'ils veulent à la fois lutter pour leurs droits et dénoncer les violences dans le milieu du travail du sexe. Ça leur ferme la bouche sur les questions de la violence, quoi. alors que on va prendre je sais pas moi, la caissière qui se fait gueuler dessus parce que, je sais pas, il y a un truc qui plaît pas au client, on va pas lui dire ah elle l'a bien cherché, elle avait qu'à. Enfin, ceci dit, il y a bien des gens qui vont dire elle avait qu'à faire des études. Oui, Ouais, avec c'est la ça. travailler à l'école. Mais enfin, de toute façon, c'est toujours ta faute quand il t'arrive un truc, on a bien compris. Mais je suis assez d'accord avec vous, la politique abolitionniste, c'est pas la solution. De toute façon, la solution, ce serait que déjà, on demande leur avis aux gens concernés pour de vrai. ah Parce que là, nous, on les lit dans des livres et tout ça, et voilà, après, moi, j'ai pas mon mot à dire là-dessus, dans le sens où c'est pas moi qui le vis. Mais effectivement, une travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe qui voit qu'il peut faire des centaines et des centaines d'euros en une journée en faisant un truc qui le dérange pas, voir qu'il a le droit d'apprécier, après tout. Il y en a aussi qui ont la chance de pouvoir poser des limites et qu'elles soient respectées et machin. J'avais lu un témoignage il y a plus de 10 ans d'une meuf qui était escorte et qui disait, mais moi, dès le début, j'ai mis des règles, j'ai fait ça direct professionnel et tout ça. J'ai sélectionné mes clients et tout ça. Et je gagne de l'argent et ça me déplaît pas. Et je gagne beaucoup plus d'argent que si j'avais fait autre chose. Le problème, c'est que, voilà, il y a cette infantilisation dont vous parliez. Et au final, du coup, les règles fixées, elles sont dangereuses. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un cadre qui soit safe. En fait, c'est comme je vais faire un parallèle bizarre, mais la drogue. Quand on a mis des salles de shoot, tout le monde est parti en sucette en mode oh là là, mais c'est. Non, en fait, ça peut éviter qu'il y ait des IST d'ailleurs et d'autres horreurs qui se propagent. Pourquoi on n'éviterait pas la propagation de l'hépatite B, du VIH et d'autres horreurs juste en mettant des trucs safe? Je veux dire, ça veut pas dire que ton voisin, il va aller se piquer. Il a jamais eu envie de se piquer, il va pas aller se piquer, mais ceux qui ont envie, ils ont des sets gratuits pour se piquer, tout ça. Enfin, le cadre safe, ça veut pas dire que tout le monde va partir en couille, au contraire. Bien sûr. Enfin, en sucette, juste ça veut dire que ceux qui en ont besoin, ils ont un cadre safe. On a vu ça dès les années 90, quand il a été question de fournir du matériel stérile aux toxicomanes. Il y a eu des voix pour dire, de toute façon, les toxicomanes n'utiliseront pas votre matériel stérile. Ils sont dans une dynamique d'autodestruction. Ça ne les intéresse pas. Et c'était faux. Et on a bien prouvé que c'était faux.
Puis de toute façon, je reviens sur la prostitution parce que on parlait tout à l'heure des droits des femmes qui sont menacés, mais en fait, on a enterré définitivement la possibilité aux prostituées femmes, oui, je pense, ou même les hommes en fait, mais c'est moins souvent le cas, de se défendre. Mais on va rappeler tout simplement le refus de mettre la notion de consentement dans la définition du viol. Oui. Et ça, tu vois, ça, c'est déjà pour les femmes, c'est déjà une catastrophe, mais pour les prostituées, c'est encore pire. Alors, sachant que sur la question de consentement, il y a aussi le problème qui, au niveau de, pour prouver le faute, c'est que pour prouver le consentement, en fait, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que consentir, ça veut dire à ne jamais avoir dire non. Enfin, en fait, prouver le consentement dans un tribunal, par exemple, lors d'une accusation d'affaire de viol, etc. Le fait que, en tout cas, le consentement pourrait pas être le seul argument. Parce qu'en fait, prouver le consentement, non, je vais y arriver, désolée, il est tard. Prouver le non-consentement, en fait, c'est une abomination du point de vue du droit et pour les avocats. Donc, en fait, cette histoire de consentement dans la loi, c'est pas, enfin, de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est pas si négatif que ça, parce que s'il y avait que le consentement dans la loi, ça serait compliqué, quoi. Le souci du consentement dans la loi, c'est que le consentement le non veut dire oui pour n'importe quel homme, pas tous, mais t'as compris l'idée. Oui, bien sûr. C'est à partir du moment où on n'écoute pas le comportement de son ou sa partenaire ou futur ou hypothétique, bien sûr, c'est que déjà on a un problème. Et tu le vois dans toutes les accusations d'agression sexuelle de base, c'est que même les hommes ne sont pas éduqués sur la notion de consentement. Oui, bien sûr. Je viens de me souvenir de l'argument qui m'avait semblé convaincant quand j'avais lu sur le sujet. C'est qu'en fait, mettre la question du consentement reviendrait dans les affaires de viol à déplacer le problème en accusation à la victime. C'est-à-dire qu'actuellement, dans une affaire de viol, on violeur a violé, alors que là, ça reviendrait à prouver que la victime n'a pas consenti. Et du coup, ça déplace totalement voilà. En tout cas, c'est des arguments que moi, sur le coup, j'avais pas trouvé bêtes. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Iphigénie, tu nous parles de ton livre. Je parle de mon livre. Mon livre s'appelle Un monde plus seul que moi. Il a été écrit par Capucine Delattre. Capucine Delattre, c'est une jeune auteure. Enfin, je sais pas si moi je peux dire qu'elle est jeune, vu qu'elle a 24 ans et que le jour où nous sortirons cet épisode, ce sera mes 35 ans. J'ai lu ce roman, alors j'ai fait comme vous, j'ai eu plein d'idées de livres à présenter pour cet épisode spécial. Et puis ça m'a paniqué. Alors, j'ai fait ce que je fais dans ce genre de situation. Je suis allée à Violette Co et j'ai regardé les étagères et j'ai cherché l'inspiration. Un monde plus sale que moi, c'est un roman. C'est un roman, c'était une volonté de Capucine Delattre. C'est clairement un melting pot de sa propre histoire et si j'ai bien compris aussi d'expériences qu'on a pu lui raconter et auxquelles elle a pu assister. Mais elle le voulait vraiment comme un roman parce elle voulait diluer j'ai écouté 2 ou 3 interviews où elle parlait d'un monde plus seul que moi. Elle voulait diluer l'aspect témoignage qui parfois peut faire dire aux gens oui mais ça c'est ton histoire, c'est pas pour ça que c'est autre chose que une expérience individuelle. J'avoue, je vais vous lire le premier paragraphe parce que je trouve qu'on est tout de suite dans la nuance. La première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 17 ans et 2 mois. C'était l'automne. Et Harvey Weinstein était en une du New York Times. On m'a fait le premier cunnilingus de ma vie le jour où Twitter a inventé MeToo. J'ai découvert le hashtag juste après, en changeant de couverture. Voilà. Ça donne le ton, hein. Voilà, c'est pas forcément un roman qui a été facile à lire. J'ai trouvé ça, Paulette, assez remarquablement bien écrit. C'est passé par plein d'émotions, c'était, et notamment vraiment un côté, le personnage d'Elsa. Elle a 22 ans quand elle raconte l'histoire et elle raconte ce qui s'est passé à ses 17 ans lors de sa première mise en couple, sa première expérience de vie sexuelle, qu'elle va passer le roman à regretter qu'on puisse, selon la formule consacrée, appeler ça son premier amour, parce que ça n'est pas une histoire d'amour.
La quatrième de couverture dit « Un monde plus seul que moi, le roman des jeunes filles de Mickey, celles qui avaient 17 ans en 2017. Celles où on se dit qu'elles sont nées suffisamment tard, dans un monde suffisamment progressiste pour que rien ne puisse leur arriver, mais qui ne sont en réalité pas plus protégées que leurs aînés de la violence des hommes. C'est l'histoire de toutes ces filles qui croyaient devenir femmes alors qu'elles devenaient proies. C'est l'histoire d'une époque, la nôtre. » Je trouvais ça relativement bien fait que l'auteur raconte ça avec du recul en fait, que son personnage soit 3-4 ans après les événements. Ça m'a marqué. Il y a la Elsa des premières pages, elle est d'une fraîcheur, d'une tendresse. J'ai envie de la prendre dans mes bras parce que elle a tout à vivre, elle est, elle est en train de découvrir des choses et elle me dit ouais, et puis elle fane. Vraiment, c'est une fleur, c'est un bouton de fleur et on voit strate après strate comme elle fane. C'est assez effrayant. Il y a des passages très crus, très, des moments où j'ai eu envie de la prendre dans mes bras, mais pour autre chose, j'ai envie de dire en fait, il faut partir. Cette histoire, elle ne marche pas. Viens, prends ma main et on s'en va. C'est un roman qui parle beaucoup plus de zone grise que d'agression. Enfin, c'est vraiment un roman qui parle de la zone grise et effectivement de cette espèce de déception. On croyait que cette génération-là était plus informée que la nôtre, qu'elle avait des armes. Et en fait, pas du tout. Il y a énormément de notions il suffit pas d'avoir un concept, en fait, pour pouvoir l'appliquer. Il y a vraiment cette dimension où, ok, on m'a expliqué ce que c'est qu'un viol, on m'a expliqué ce que c'est qu'une agression sexuelle, mais c'est pas pour ça, dans un tout autre domaine, c'est bien gentil de savoir que le clitoris a 2 racines et qui ressemble à une mascotte de Jeux Olympiques, mais ça apprend pas comment s'en servir, quoi. C'est pas parce qu'on sait que quelque chose existe qu'on sait l'utiliser, qu'on sait le nommer, mais par contre, ça revient beaucoup, beaucoup dans le roman. Il y a cette impossibilité à faire comme si ça n'existait pas, mais c'est pas forcément un cadeau. Il y a cette dimension, elle le dit à un moment, elle tente de parler de tout ce qui est arrivé et elle met un temps extrêmement long à comprendre ce qui lui est arrivé en fait, parce que ça ressemble pas à ce qu'on lui a dit que c'était. Ça ressemble pas. Elle est amoureuse et enfin, d'ailleurs non, pas vraiment. Mais elle est dans une relation de couple avec un garçon gentil, donc c'est pas du viol, c'est pas une agression. Et en plus, elle est dans un contexte où tout est nouveau, donc tout est normal. Elle le dit d'ailleurs, elle dit en fait quand tout arrive pour la première fois, tout est normal. Et donc cette notion, il y a eu les monstres, avec MeToo, il y a eu les porcs, et en fait, donc Victor, son premier mec, bah c'est pas un porc, c'est juste un médium. Il est pas méchant, il est même pas pervers, il est pas pervers narcissique, il est médiocre narcissique. C'est-à-dire que c'est pas qu'il veut lui faire du mal, c'est qu'il s'en fout. Et c'est difficile, toute cette construction, elle est basée sur ça, en fait, ça ressemble tellement pas à ce qu'on lui a dit, à ce à quoi on lui a dit de se méfier, que ça peut pas être ça. Et elle est aussi, elle est une enfant de la génération MeToo, elle est aussi, enfin, elle est une jeune femme de la génération MeToo, elle est aussi une jeune femme élevée par une génération qui parle pas de ces choses-là forcément, qui préfère les mettre sous le tapis, avec énormément d'inventions encore, avec des restes complets de cette dimension où on est là pour faire plaisir, et si on peut avoir du plaisir en plus, c'est bien, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le statut, la mise en couple, le fait d'être aimé avant d'être bien aimé. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir sur les 2 tiers du roman. Après, je trouve qu'elle développe quelque chose de vraiment intéressant sur le rapport à la justice et à la justice restaurative, en fait. Énormément de choses intéressantes sur le fait de pas être une bonne victime. Pas qu'il y ait des bonnes victimes, mais en tout cas, c'est aussi ce que nous a donné MeToo pour un certain nombre de témoignages, effectivement, cette dimension où je voulais pas et j'ai dit non et il l'a fait et c'était un porc.
elle est pas. À un moment, on lui passe la vidéo. Elle raconte que le lycée lui passe, l'université lui passe la vidéo sur la tasse de thé pour illustrer le consentement. Et ça n'évoque rien pour elle. Parce que, bah, même si elle voulait pas de thé, elle trouve pas ça grave. C'est ce qu'elle dit, hein. Mais, ça n'évoque rien. Il n'y a pas de projection. On lui a parlé de ça et on lui a dit, soit tu as une expérience à raconter et tu t'en es remise et c'est la résilience et t'es une guerrière, soit cette expérience ne t'est pas encore arrivée et donc t'es une proie. Tu dois faire attention à tout et ça t'arrivera. Ce que j'ai trouvé intéressant en termes de rapport à la justice, je n'y avais pas pensé comme ça. Il y a un moment où Elsa a une amie qui va porter plainte pour un viol et en fait à aucun moment n'est évoqué le fait que ça va amener à une condamnation. Elle le fait pas pour ça. Elle le fait pour en fait que ça ait existé, que son statut de personne qui a été agressée est une réalité. La dimension, l'utilisation de la justice, c'est qu'il reste une trace et que c'était réel. Et effectivement, on a tendance, face à ce genre d'agression, à se dire, mais peut-être que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, peut-être que j'exagère, peut-être à se remettre en question sur des choses, quand on a été victime d'un vol, enfin, il y a personne pour nier que ça c'est vraiment arrivé. Personne va dire non mais peut-être tu l'as perdu. Non, j'ai été volée. Voilà. C'est un roman que j'ai plutôt envie de pas trop vous raconter parce que j'aimerais vraiment que vous le lisiez. Mais elle est touchante, Elsa, alors elle veut pas forcément. Elle voudrait. Je suis sûre le personnage d'Elsa serait pas forcément ravi. J'ai envie de la prendre dans mes bras à la fin du livre. Voilà. Ça soulève pas mal de questions, ouais, sur la future génération, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont les outils, mais ils ont pas le mode d'emploi. C'est ça. C'est Ouais. ça. Je sais pas. Aline, t'en penses quoi? On te réveille? Non, vous me réveillez pas. Alors non, j'écoutais attentivement en me concentrant sur Ouais. mon crochet. Ouais, l'histoire de la zone grise, c'est quelque chose dont on parle pas souvent parce que c'est pas un viol et c'est pas, Ouais. comment dire, c'est juste un jour t'as pas eu envie et t'as cédé pour que ça passe vite, quoi. Et malheureusement, je pense que ça arrive plus souvent qu'on ne veut le dire ou qu'on ne veuille bien l'admettre. Et je pense que les filles, elles, souvent, elles sont même pas conscientes qu'elles sont là-dedans. Et les jeunes, ouais, ils ont les clés, ils savent ce qui se passe, ils connaissent toutes les notions de consentement, de tout ce qui est tout ça. Mais enfin, nous, on fait des animations autour des VSS, donc des violences sexistes et sexuelles, et on les voit pas, quoi. On a l'impression que ça les intéresse pas. Donc, ou qu'ils se sentent pas concernés. Et pourtant, ils sont concernés. Mais toutes ces notions-là, ça me fait un petit peu peur pour la suite, pour les futures générations. Et j'espère que... On a l'impression aussi que les plus jeunes sont de plus en plus conscientisés, mais peut-être parfois elles se radicalisent sur certaines opinions. Et je sais pas si c'est pour le mieux ou pour le pire. Enfin, voilà. Je sais pas si c'était peut-être extrêmement brouillon ce que je viens de dire. Mais... Alex? Ça me fait penser à un truc, je sais pas, je sais même plus si on en a parlé, je vais être honnête. J'avais lu un livre en janvier 2008, donc moi j'avais 17 ans. Une personne que je suivais beaucoup sur Internet, que je suis encore beaucoup, Maya Mazoret, qui a publié un livre, La revanche du clitoris. Sur le clitoris, le rôle qu'il joue déjà dans nos imaginaires et tout ça. Elle a co-publié ça avec un médecin, donc elle a fait le lien entre le physiologique et machin. Et je me souviens de cette époque, donc moi j'étais au lycée, tout ça. Il y avait vachement cette image de la libération sexuelle de la femme, le clitoris, le plaisir, toutes ces choses un peu waouh. Il y avait Sex and the City qui était très à la mode à l'époque, où il y avait pléthore de sextoys et de machins. Et je voyais que ça et tout ça. Et je pense que ça a aussi joué un petit peu dans toute cette dans cet engrenage. C'était 10 ans avant #MeToo et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose qui a été un peu engrainé en mode maintenant la femme, elle peut kiffer et elle doit kiffer. Et tout ce sexe positif et tout ce wouhou. Je pense que ça a aussi un petit peu aidé aussi à... En fait, il y a eu un extrême qui s'est créé dans un sens, un bombardement dans les médias, dans les réseaux sociaux et tout, qui était naissant en plus à l'époque, donc avec zéro contrôle. Bon, pas qu'il y en ait beaucoup actuellement, mais... Et du coup, je pense que ça a aussi, dans les mentalités, aussi créé quelque chose qui était assez dangereux peut-être dans toute cette notion
même de consentement, parce que en mode c'était non, maintenant on kiffe. Enfin, genre, je sais pas. C'est un Il y peu. a une injonction d'ailleurs à la sexualité libérée, et à utiliser du sextoy et tout, qui a probablement forcé des gens à faire des trucs dont ils n'avaient pas envie. Et c'est marrant, vous parlez de clitoris. Je vais vous raconter une petite anecdote de bar. Il y a quelques années, j'étais dans un bar et un mec bourré à côté qui me fait « Tu sais ce que c'est un clitoris ?» Ouais, je pense que je suis plus au courant que toi, déjà. Et là, il me dit « Et tu sais à quoi ça ressemble ?» Je fais « Ouais, ouais. » Et du coup, il fait « Bah, vas-y, dessine. » Donc, je lui ai dessiné le truc qui ressemble à la mascotte des Jeux Olympiques, comme dit Figili. Et là, il m'a fait « Ah merde, je peux pas t'expliquer, tu sais ce que c'est ?» Bah oui, je sais ce que c'est. Dommage. Au moins, il a pas été au point de quand même t'expliquer ce que tu venais de lui dessiner. Non, il m'a fait la bise, il m'a dit « Ah, c'est super, des gens qui savent et tout. » Ouais. Oui, Je crois il qu'il m'a savait le payé un verre. dessiner, mais encore une fois, est-ce qu'il savait s'en servir, quoi? Ah, une fois, un homme m'a expliqué comment mettre un tampon aussi. Oh, aïe, aïe, aïe. J'espère Oh, que ça a c'est changé ta terrible. vie. Bah, je l'ai regardé, je lui ai dit « T'as pas besoin de m'expliquer. » Bon, c'est un autre débat. On va encore nous dire « Ah, c'est féministe, elles nous font chier. » Ah là là. Enfin bon, je crois que l'entièreté du podcast sera de ce type-là, de toute façon. Donc, J'ai une image absolument horrible d'un homme qui initierait un rapport sexuel en expliquant à sa partenaire à chaque action ce qui est en train d'arriver à son corps, quoi. oh, Là, oh mon Dieu. ta température corporelle a grimpé. Tu vois, Oh, non. tes pupilles se sont rétractées. Bah, ça dépend. Tu es Si en c'est un train médecin de Grey's Anatomy, pourquoi pas, mais ça touche. non, non, non. Enfin, n'empêche, à chaque fois qu'on parle de sexe, en fait, quand les femmes ne veulent pas de sexe, on leur dit non, faut que tu quiches, faut que tu fasses tout et machin. Et quand enfin elles s'y mettent, c'est au final, c'est on va aussi porter des jugements sur, par exemple, celles qui ne veulent pas de sexe, tu vois. Oh, Et ça. oui, et c'est assez fou parce que du coup, c'est ah mais t'en profites pas. Et pourtant t'as des solutions et je suis sûre que si t'essayais quand même et c'est assez fou quoi, c'est que c'est-à-dire on doit toujours être au juste milieu. Tu kiffes mais pas trop. Enfin, C'est le patriarcat, c'est déjà des injonctions contradictoires. Être à ah, la c'est fois la fou. mère et la putain, enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est ça Je parce que répète ce qu'elle a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, si tu n'aimes pas les hommes, tu peux tomber sur des nages, uniquement des nages. C'est ça. ouais, On Mais veut si voir t'aimes des que meufs les à poil. femmes. Ouais, On ouais, veut c'est voir ça. des meufs à poil, mais elles ont des poils. Oh, c'est pas chouette. ouais, c'est pas cool. Bah non, faudrait enlever tout ça quand même. On Ouais. voudrait voir des meufs à poil, mais on veut pas qu'elles se mettent à poil et qu'elles en s'assoient, faut qu'elles aient une partie. Mais en tout cas, il paraît que quand on fait du sexe, des fois, il y a des bébés qui en sortent. C'est fou. Oh là là. Ouais, bah c'est dingue. J'ai fait une transition, Ah, magnifique. Ça sort de là. Merde. Quoi? Et oui, et oui. Et donc, quand on a réussi à avoir une vie sexuelle bien, mais pas trop, en ayant kiffé et pas trop, va se poser la fabuleuse question de la maternité, parce que évidemment, toutes les femmes ont envie d'être mères. Je dis ça de manière ironique pour ceux qui écoutent le podcast et qui voient pas mon air complètement désopilé. Parce que bon, quand même, il y a des limites à tout. Il y a une BD que je voulais vous présenter parce que je crois que c'est une des BD les plus inclusives que j'ai lues et qui parle de maternité, miracle et malédiction. Et en fait, cette BD, c'est le résultat d'un compte Instagram que j'aime bien, qui est celui de Médusa. Je ne sais pas si vous connaissez Médusa et ses gorgones. Elles sont incroyables et crois-moi que dans les mauvaises nouvelles que les hommes propagent partout, sa petite bulle, même si elle t'annonce des trucs un peu, enfin qui te pètent un peu le seum parce que c'est pas toujours Jojo. En fin de compte, elle me met toujours le sourire celle-là parce qu'elle débunk à fond quoi. Elle débunk à fond et toujours avec humour. Et donc, ce titre, c'est Maternité, miracle et malédiction. Et il y a tout ce que j'aime dedans, c'est-à-dire, si vous aimez ce compte Instagram, vous aimerez cette BD.
Et ce qui est bien avec cette BD, c'est que non seulement elle va vous débunker de quelque chose, mais en plus elle va être dans l'empathie entière là-dedans pour tous les genres, pour toutes les situations, et il y aura aucun jugement. Et ça fait du bien à lire. C'est-à-dire que là, on lit quand même des choses qui sont pas toujours joyeuses. Surtout quand on va parler de maternité, c'est la grande surprise. Mais là, du coup, ça te culpabilise pas, ça te met pas de jugement. On va peut-être parler du jugement des autres, mais ça va pas te juger toi. Ce qui fait que tu as l'impression quand tu prends une BD de Noémie Fachon, qui est le vrai nom derrière Médusa, c'est qu'en fait tu as l'impression que tu t'es assis dans un endroit safe et tu parles à tes copines ou à toute personne qui se présente là qui a une histoire à raconter, et tu sais que si toi t'en as une, tu peux la sortir, personne va te juger. Et pareil, dès que quelqu'un va raconter son histoire, tu vas l'accepter telle qu'elle est, et tant mieux. Et donc là-dedans, on va parler de genre, de sexualité, de comment une femme toute sa vie en fait sera épiée. Donc on a parlé plutôt de la sexualité et bim du résultat, puisque évidemment nous ne faisons du sexe que pour se reproduire. Évidemment. Mais avec des sextoys. Excuse-moi. Ce qui devient compliqué, mais bon, passons. Et on va parler justement de celles qui avortent, celles qui ont des enfants trop tôt ou celles qui ont des enfants trop tard, celles qui n'en veulent pas. On parlera de grossesse pour toute personne ayant un utérus et sans tabou, parce que évidemment on n'en parle jamais, donc on peut pas savoir. Enfin, on peut pas savoir. Si je sais vaguement comment ça se passe, t'inquiète. Mais c'est des choses qu'on ne parle pas, parce que je rappelle que jusqu'en 2017, toute personne transsexuelle faisant un changement d'identité était obligée de se stériliser. C'est une réalité. Si je me gourre pas de date, et sinon corrigez-moi, mais voilà. C'est donc les grossesses de personnes trans sont tabous pour beaucoup de personnes, hein. Et il y a pas de structure, il y a pas de quand on fait les cours pour l'accouchement, tout ça, il y a rien qui va en parler. On va aussi parler de celles qui ne veulent pas d'enfants, tout simplement, et qui peuvent être des tantes formidables ou des copines formidables. Et puis on va parler aussi d'un truc qui est très 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 tabou, c'est le burn-out parental, par exemple. On parle pas de ces femmes, de ces mères de famille qui en peuvent plus et qui se cassent et ou qui sombrent tout simplement. Et c'est une réalité. Et en fait, on va parler aussi des conseils non sollicités et du jugement des autres. C'est-à-dire, toute personne qui veut un enfant, il faut que ce soit au bon moment. Toute personne qui ne veut pas d'enfant, on va lui demander de bien réfléchir, parce que pour des tonnes de raisons. Au moins avec cette bande dessinée, non seulement ça te donne un panel, donc ça t'ouvre l'esprit carrément pour tous ces trucs, puisque mine de rien, c'est en ayant des récits de témoignages de plus en plus variés que tu vas t'ouvrir l'esprit. Puis ça va te donner quelques solutions, mais des solutions qui viennent pas d'en haut, si tu veux. C'est les solutions des personnes qui sont concernées. Et ça c'est plus important. Et puis c'est surtout au milieu de tous ces témoignages, on va avoir 2 ou 3 bulles complètement informatives sur, par exemple, l'état de droit, sur ce que tu peux demander, ce que tu peux réclamer. Et ça, c'est aussi, c'est aussi super important. Je trouve que des fois, t'es pas obligé d'avoir un roman à 700 pages ou des essais hyper intéressants, même si j'adore lire les essais. Et des fois, une simple BD, tu peux la refiler à n'importe qui. Pardon, tu peux la mettre dans une, je sais pas moi, n'importe quelle salle d'attente. Tu peux l'offrir à ton oncle pas très jojo pour le nouvel an. C'est quelque chose qui passe, et même si qui t'apprend, mais en même temps je vais pas dire qui te rassure, mais qui te met pas en danger psychologiquement. Milou, toi sur l'accouchement, tu avais d'autres choses? Moi, je voulais parler d'un livre par Marie-Hélène Lahaye qui s'appelle Accouchement, les femmes méritent mieux. C'est un essai très sourcé. J'ai compté, il y a 14 pages de référence en tout, qui sont à la fin, évidemment, je vais pas compter au fur et à mesure. Et ça parle de tout ce qui va pas, en fait, actuellement dans la gestion de l'accouchement en France. Alors évidemment, fiche de lecture pour les essais, mais il faudrait que je le fasse. Donc je pourrais pas vous parler d'absolument tout en détail. De toute façon, ça serait trop long. Mais je peux vous dire que ça parle notamment d'épisiotomie, de violences obstétricales, par exemple, au hasard, touchés vaginaux sur des patientes endormies, donc non consentantes. Beaucoup de normes médicales qui viennent en l'accouchement.
Notamment, j'ai appris, bon, ça je savais déjà, que l'accouchement était déclenché si le terme est dépassé. Sauf qu'en fait, il s'avère que, suivant les pays, la date de début de grossesse n'est pas calculée pareil. Et d'ailleurs, on considère pas que, en France, on considère que c'est 9 mois. Je vais dire une bêtise, mais en Allemagne, on va considérer que c'est 9 mois et 5 jours. Et donc, en fait, ça arrive très régulièrement que, parce que on a décidé que c'était comme ça en France, on déclenchait l'accouchement, alors que ça aurait été dans un autre pays, on aurait attendu, peut-être une semaine pour le déclencher et que tout se serait bien passé. Sachant que les déclenchements, c'est jamais anodin. En général, quand enfin, j'ai absolument jamais accouché, mais du témoignage de ma mère, très précisément, pas prêt à accoucher, ben, c'est pas toujours très bien vécu, même rarement. Ça parle aussi de la systématisation j'ai écrit la césarienne, mais c'est pas du tout la césarienne, de l'anesthésie. Épisiotomie. Non, l'anesthésie qu'on met dans le... Péridurale. Ah, la péri. Voilà, merci, la péridurale. péridurale. Merci. On est toutes très renseignées, n'est-ce pas? Oui, ce soir, mon cerveau a décidé de confondre les deux termes. Bref, je voulais dire, ça parle aussi de la systématisation de la péridurale, qui, en fait, certes, je nie pas du tout la péridurale des personnes qui en ressentent le besoin, mais pour celles qui en avaient pas nécessairement le besoin que l'impose, bah, en fait, ça va bloquer des muscles essentiels pour l'accouchement, bah, tous les muscles du bassin, qui bizarrement sont assez sollicités pendant l'accouchement, n'est-ce pas? Oui, un peu. Et du coup, en fait, potentiellement, alors je me souviens plus des détails physiologiques, mais potentiellement ralentir l'accouchement, en tout cas le rendre utile techniquement pour la personne qui accouche. Voilà, entre autres choses. Ça parle aussi du fait que, toujours pour des questions de normes, c'est par des personnes qui, à la base, n'ont absolument jamais accouché de leur vie, il y a quelqu'un qui a décidé que le rythme d'ouverture d'un col de l'utérus lors d'accouchement, c'était un rythme très précis je vais dire un chiffre totalement au hasard, mais on va dire 20 par heure. C'est sûrement pas du tout ça. Si, c'est à peu près Si? ça, je Ah bon, c'est à crois. peu près ça? Enfin, je sais pas, mais du coup, ça veut dire qu'ils viennent vérifier toutes les heures. Déjà, ils viennent vérifier toutes les heures, ce qui est absolument pas naturel. Et quand t'es en train d'accoucher, je conçois très bien que t'aies pas envie qu'il y ait quelqu'un qui passe régulièrement. Et en plus, et ben en fait, si ils considèrent que ton col ne s'ouvre pas assez rapidement, pourtant c'est un processus physiologique, c'est pas nécessairement carré, enfin c'est pas une courbe mathématique précise. Et ben en fait, ils vont avoir tendance qui va, c'est pas un déclenchement, mais qui va te booster. Bon, je fais absolument pas médecine, donc j'explique un peu avec mes mots, qui va booster l'accouchement, ce qui peut rendre les choses beaucoup plus douloureuses. Et derrière, réaction en chaîne, pousser si on avait laissé les choses se faire naturellement, il y en aurait pas eu besoin. Donc voilà, tout un tas de joyeuseté, plus des choses un peu plus basiques qu'on peut imaginer sans avoir de connaissances scientifiques, du style de base la systématisation de l'accouchement à l'hôpital dans un milieu, comme Alex le disait, te mettre dans les heures, rester allongé pendant l'accouchement, qui est pas du tout une position naturelle où on a le plus de force, ne serait-ce que si on se base sur la gravité, le bébé est censé sortir l'utérus, si t'es allongé, ça marche moins bien. Sans boire ni manger, enfin tout un tas de joyeuseté, et elle parle aussi du coup de comment est-ce que ça pourrait être un peu mieux. Donc voilà, c'est pas toujours après le ton est pas spécialement, c'est assez factuel, mais c'est quand même enfin moi j'ai toute personne qui voudrait se renseigner sur le sujet. Et j'en profite pour faire une choré et parler de 2 livres supplémentaires sur le même sujet. Il y en a un dont je parlais vraiment pas du tout, enfin très peu, parce que j'en ai moins retenu. Je l'ai lu à même Accouchement, les femmes méritent mieux, mais j'en ai beaucoup moins retenu. Donc un livre qui est en complément du coup pour la période après l'accouchement. C'est un livre qui s'appelle Ceci notre postpartum, faire les mythes et les tabous pour s'émanciper. Donc du coup qui parle, c'est un peu sur le même principe, mais sauf que au lieu de se concentrer sur l'accouchement, ça parle du postpartum, donc de la période après l'accouchement. Le fait de se retrouver seule à la maison avec un qui t'empêche de dormir pendant que le mari retourne au travail parce qu'il n'a pas le droit à un congé paternité, etc. Et du coup, troisième reco très rapide, sur le sujet de la gynécologie et de mieux faire les choses, je recommande beaucoup le roman qui s'appelle Le cœur des femmes. J'ai juste lu l'adaptation en BD qui est absolument aussi bien. Le cœur des femmes qui du coup parle d'une jeune fille qui est étudiante et qui va débarquer dans le service d'un médecin absolument pas ordinaire qui met les patientes au cœur des soins et qui préconise pour l'examen une position couchée sur le côté qui est plus intime et moins exposante, on va dire. Et c'est très doux
et c'est vraiment très agréable de voir qu'il est possible d'imaginer d'autres façons de faire les choses. Et l'auteur est un médecin, donc je sais pas si c'est des choses qu'il a vraiment qu'il a eu l'occasion de mettre en place, qu'on lui a laissé mettre en place, mais a priori, c'est pas juste des affabulations de quelqu'un qui n'y connaît rien, quoi. Alex, je te passe le micro. À la base, c'était la première idée que j'ai eue quand on a parlé de cet épisode Ouais. et j'ai totalement zappé. Margaret Atwood a écrit The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate en français, donc on connaît surtout très bien la série avec Elizabeth Moss, je crois son nom. Et la série qui est très graphique, où il y a énormément de choses qui se passent, voilà, des viols, etc. C'est extrêmement difficile. Et j'ai écouté le livre audio et j'ai lu le livre. Le livre que j'ai lu d'ailleurs, c'est ma copine Xenia qui me l'avait prêté. Mais en fait, je le trouve très intéressant si vous êtes angoissé par le recul des droits des femmes et tout ça et l'actualité, le lisez pas, vraiment. Parce que je l'ai lu il y a 5 ans. Et je l'ai écouté maintenant. Ça a pas il y a 5 ans, j'étais là: «Oui, bon, ben OK, j'avais déjà vu la série, je venais de débuter la série, donc ça m'a pas fait le même effet. Là, de l'écouter maintenant, et pourtant, Louise Bourgoin le lit d'une façon très atone, donc vraiment il y a aucune expression et tout. Des fois, c'est même un peu long. Franchement, c'est actuel. Donc la maternité, le fait que les femmes, elles arrivent plus à faire d'enfants, du coup, des hommes mettent en place en Amérique un nouvel ordre avec une politique particulière où les femmes sont des objets et elles sont soit des épouses, soit des utérus. Celles qui ont la chance d'être les deux, c'est un peu tant mieux. Et bon, The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, c'est vraiment un livre qui est violent, qui a été écrit par une femme. Et en tout cas, dans le livre audio, je me souviens plus si c'est le cas dans le livre que j'ai lu, il y a 1 heure à la fin du livre audio de contexte sur ce qui a inspiré Margaret Atwood et sur pourquoi elle a écrit ce livre et tout ce qui se passe en fait et qui l'a amené à réfléchir à ça en fait. Et pourquoi le livre, c'est pas tant une fiction que ça. Et plus ça va, moins ce livre est une fiction en fait. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu Maternité tout à l'heure, je me suis dit: «Oh purée, je voulais parler de The Handmaid's Tale», qui pour moi est un livre, si on est bien accroché, parce que voilà, comme d'ailleurs le livre de Xenia dont j'ai parlé plus tôt et tout, il y a beaucoup de trigger warning et la femme est réduite vraiment à tout ce qui toutes les angoisses qu'on expose depuis le début de cet épisode. Margaret Atwood, elle l'a résumé dans un livre, en fait. Ouais. Oui. Je l'avais trouvé très angoissant aussi à l'époque où je l'avais lu. Et depuis, j'ai jamais eu le courage de le relire. Après, tu regardes les infos, j'ai envie de te dire. Pardon. Oui, je pense que justement, c'est aussi, comme Alex le disait, ça m'avait déjà stressée à l'époque où j'étais moins renseignée, ça avait l'air d'être moins la merde en tout cas. Maintenant, je pense que ça fait vraiment, vraiment flipper. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur les grossesses, la maternité et autres injonctions de nous servir de notre utérus? Il y avait un slogan au moment du débat sur l'accès à la PMA qui revenait souvent et qui m'avait marqué, qui était on s'est battu pour avorter, on se battra pour enfanter. Sur cette notion de choix, sur cette notion de but, encore une fois pour disposer de son propre corps en fait. Ça a évoqué les problématiques des personnes trans dans ces faits. Effectivement, c'est extrêmement difficile de faire suivre sa grossesse quand on est une personne trans. Il y a plus d'obligation à la stérilisation. Par contre, les personnes trans peuvent conserver leurs gamètes, mais ne peuvent pas les sortir des banques de conservation sous toutes les conditions. Donc, il y a énormément de femmes trans qui ont des gamètes conservées dont elles ne pourront jamais se servir parce que la législation n'a pas suivi. D'ailleurs, les hommes trans sont les grands oubliés de la loi sur la PMA parce que le législateur n'a pas légiféré pour eux. Ils n'ont pas eu accès fait d'autoriser la PMA aux couples de femmes cisgenres. C'est arrivé là en fait. Il y a eu une volonté d'ailleurs dans les débats de ne pas légiférer sur les personnes trans sous couvert de tout un tas d'arguments. Les premiers étant que de toute façon ça concerne pas grand monde donc c'est pas grave. Bah oui, évidemment. Mais sur le suivi de grossesse un peu particulière, etc., on a en région parisienne, on a la maternité des Lilas.
qui est un espace depuis des années justement d'écoute sur des grossesses différentes, sur le fait d'avoir des souhaits qui sortent un peu du cadre, qui permettent une sécurité hospitalière, mais avec plus de latitude sur comment vivre son accouchement et qui est toujours régulièrement menacé de fermeture. Tu vois la problématique de la grossesse quand je regardais sur la BD où tu vas avoir un enfant, où c'est trop tôt et du coup on te traite d'irresponsable, ou c'est trop tard et en fin de compte on va dire que tu es en grossesse gériatrique et que tu vas pas y arriver et qu'en gros il fallait peut-être y penser un petit peu avant. Et encore, je parle que de femmes qui veulent utiliser leur utérus. En fait, ces injonctions-là, ça parle aussi, enfin ça vient aussi dans la vie professionnelle et la vie quotidienne, parce que si les femmes se décident de plus en plus tard à avoir des enfants ou pas, c'est tout simplement parce que, et là on en parlait tout à l'heure, en entretien d'embauche, on demande quels sont les projets de grossesse. Parce que même dans là, vous voyez, on était carrément dans la vie, dans la vie intime, puis dans la vie à la maison, entre guillemets. Et là, on va passer en vie professionnelle et en vie quotidienne. Et quand on regarde, ça s'arrange pas, en fait. Là, on va repasser le micro à Milou, qui nous a trouvé foultitude de livres. Ça va être, mais très, très différent. Et ça, je suis assez admiratrice de ce que tu nous as trouvé. Bref, je te laisse ce micro, puis nous, on te coupera un petit peu entre-temps. Oui, n'hésitez pas, parce que sinon je vais faire un monologue, sinon. Oui, du coup, j'ai essayé de trouver un peu, bon, il y a pas tant de diversité que ça, parce que j'ai plutôt tendance à lire beaucoup de romans, mais j'essaie de trouver des livres qui parlent de sujets qui sont un peu moins abordés dans le féminisme blanc classique, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de me décentrer un peu de mon vue de femme blanche, cis, etc. Et du coup, je voulais parler de 2 livres sur le quotidien et la vie professionnelle. Il y en a un, alors c'est un livre auto-édité, donc faut contacter l'autrice pour se le procurer, mais je vous encourage parce qu'il est vraiment très bien. C'est un tout petit livre qui s'appelle Je vais m'arranger, comment le validisme impacte les personnes handicapées, par Marina Carlos. Pour le coup, le livre est pas spécialement axé point de vue féminisme. Enfin, c'est le sujet du livre, ça parle de validisme, plusieurs points. En premier, on aborde l'accessibilité, le problème de l'accessibilité, donc notamment à travers le cas des transports en commun, des concerts où les gens se retrouvent avec des places pour mettre leur fauteuil ou des places assises en plein milieu, et dès que tu te lèves pour le concert, et ben ils voient plus rien. En voyage aussi, qui est un peu lié au transport, c'est assez catastrophique. L'autrice évoque aussi la question de la représentation dans les médias, le fait que souvent les personnes handicapées servent souvent de ce qui s'appelle, le terme anglais, c'est inspiration porn, donc porno inspiratif, si on pouvait traduire ça comme ça. Donc c'est pour dire: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu es courageuse de te déplacer en jour, moi je ne pourrais pas». Alors qu'en fait, pour beaucoup d'handicaps, le handicap est créé par la condition physique, mais par le manque d'accessibilité et d'adaptation de notre mode de vie qui est pensé pour et par les personnes valides. Une personne en fauteuil roulant, si tout était adapté pour qu'elle se déplace en fauteuil roulant, il y aurait aucun handicap. Enfin, sa condition physique ne l'empêcherait de rien faire. Et j'ai pris l'exemple du fauteuil roulant. J'ai parlé d'accessibilité juste avant, mais le livre ne se concentre pas uniquement sur les handicaps moteurs. Elle parle aussi, notamment, bon, je développerai pas, mais du manque de prise en compte des personnes handicapées dans la politique et le féminisme. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du travail du sexe. C'est que on en pense souvent en mode oh là là, qu'est-ce pour eux, mais pour elles et eux, mais sans leur demander la question et sans aller voir leur demander quels sont vraiment leurs besoins et qu'est-ce elles aimeraient. Et ça finit par plein de petites recos d'activistes antivalidistes à suivre sur les réseaux sociaux. Et du coup, pourquoi est-ce que je voulais parler de ce livre aujourd'hui, alors spécialement dédié aux femmes? C'est parce que le handicap est quelque chose qui est pas très abordé dans le féminisme, que ça a un impact majeur sur les femmes qui sont touchées. Notamment, on peut parler du cas de l'allocation adulte handicapé, AH pour les intimes. C'est une aide de l'État qui, ça consiste à te verser une somme d'argent pour t'aider à vivre quand l'État reconnaît que ton handicap de pouvoir être salarié comme le capitalisme nous y oblige.
Et en fait, cette aide, c'est comme les aides au logement, c'est une aide qui est conjugalisée. C'est-à-dire que si tu habites avec quelqu'un qui gagne suffisamment, tu n'as pas le droit de toucher à cette aide. Et en fait, puisque c'est calculé à partir des ressources du foyer et pas uniquement de la personne qui est considérée handicapée. Et le problème, c'est que ce mécanisme de conjugalisation, bah, en fait, ça, c'est un terreau immense pour la dépendance économique, qui fait que en cas de violence, donc bah, la personne qui est agressée est totalement dépendante de son agresseur. Je mets volontairement masculin parce que c'est souvent le plus souvent le cas. Et du coup, en fait, même si elle avait, elle, la volonté de s'en aller, économiquement, si elle s'en va, elle est à la rue, elle a pas d'argent, parce qu'évidemment, l'AAH, enfin, comme toutes les aides de l'État, ça met c'est très long à se débloquer, etc. Et du coup, pour faire le lien avec cette question de l'AAH, bah, en fait, statistiquement, de base, je sais pas si je pense pas qu'il y a uniquement cette question de la dépendance économique qui rentre en compte, mais les sont beaucoup, beaucoup plus victimes de violences que les femmes valides. Notamment, j'ai été chercher un peu des statistiques rapidement avant de faire l'enregistrement. Les filles et les femmes handicapées courent entre 1,5 et 10 fois plus de risques d'être victimes de violences physiques ou sexuelles que les femmes valides, s'entend. Et si on parle, comme je parlais de l'AAH, si on parle de la violence de la part du ou de la partenaire, souvent du partenaire, les femmes handicapées ont 34% de chances de subir, vous entendez pas les guillemets dans ma voix, elles ont 34% de chances de subir des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% pour les femmes valides. Donc c'est quasiment 2 fois plus de chances de subir statistiquement, il y a deux fois plus, quasiment 2 fois plus de violences de la part de leur partenaire que de femmes valides. Donc voilà, sur ce thème joyeux, c'était ce que je voulais aborder à travers ce livre. Le chiffre, il est monstrueux. Oui. C'est une femme Ouais. sur 3 pas valide et une femme sur 5 valide. Enfin, les chiffres, depuis tout à l'heure, je les fixe, je suis là, mais Oui. Par contre, Oui, c'est terrible. ouais, j'avais juste une question. Il me semblait que l'AAH avait été déconjugalisée, justement. Que depuis octobre 2023, on prend plus en compte le revenu C'est du passé. partenaire. Ouais, C'est c'était passé. Ah, cool. Ouais. J'avais suivi la lutte et j'ai dû oublier le résultat entre-temps parce que Ouais. la lutte a été très longue et les militants pour que ça passe. C'est passé, ça a été un combat très très épuisant et très douloureux pour les personnes concernées. Et c'est notamment, c'est un écueil qu'on a beaucoup vu, c'est que en fait quand t'as une maladie chronique, quand t'as un handicap, c'est d'autant plus difficile d'avoir de l'énergie à consacrer pour une lutte en fait. Et ça a été extrêmement complexe. Ça a donné lieu à beaucoup d'humiliation de la part, bon, c'est pas nouveau, hein, mais de la part de l'État, des instances politique en place, mais c'est pas. Et ce qui est assez fou, c'est que les dossiers de reconnaissance du handicap, tu dois les refaire tous les 5 ans, je crois. Sauf que si tu es aveugle, tu retrouves pas la vue en 5 ans. C'est idiot. Et c'est C'est des des démarches dossiers qui épuisantes. sont démarches épuisantes, des dossiers ultra lourds, ultra complexes. Enfin, tu vas pas. Un handicap ne disparaît pas comme ça. Non. C'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, que le handicap, en fait, c'est plusieurs facteurs. C'est une impossibilité, enfin, une inaptitude, on va dire, physique ou mentale, des problèmes aussi d'accessibilité et la vision de la société. Donc, en fait, le handicap, on pourrait presque dire que c'est une question de point de vue, entre guillemets. Ah Je bah, mets des très, très grosses guillemets, des grosses, grosses pincettes, parce que c'est finalement une décision plus ou moins collective de dire, totalement. t'es en fauteuil roulant, donc t'es handicapé. Tu as un handicap mental, tu es handicapé, donc va t'inscrire aux Paralympiques si tu veux. Mais enfin, c'est tout ça, c'est toute une réflexion plutôt. Le problème, c'est que ces personnes en situation de handicap sont isolées, alors que c'est un problème collectif finalement. Ben, comme tout est un problème Oui. collectif. Ouais. Voilà, j'ai conclu, on peut finir l'épisode. Non. Les chiffres en oncologie sont assez effrayants on est encore sur la responsabilité du soin et du prendre soin, hein, mais les chiffres de rupture, même de relations très longues, Ouais. où l'homme part pendant le cancer de sa compagne, sont effrayants et pas du tout proportionnels au nombre de femmes
qui partent, qui rompent avec un. Et je pense d'ailleurs que la perception de mon Dieu, mais elle l'a abandonné alors qu'il avait un cancer, c'est dégueulasse face au bah ouais, il a pas tenu quoi. Enfin, en même temps, qui tiendrait? Je veux dire, c'est difficile. Il fallait qu'il fasse tout à la maison. Non, mais j'ai surtout déjà entendu quelqu'un dire: «Ah mais, quelqu'un me dire en tant qu'infirmière: «Ouais, mais en même temps, enfin, c'est difficile pour moi parce que bon, elle se maquille plus et tout, elle a plus de Elle a perdu ses cheveux». cheveux. Oh mon Ouais. Dieu. Oh mon Dieu. Et ça arrive fréquemment, hein. C'est Ouais, pas j'imagine. Ah. du tout, hein. Où les femmes, elles me disent: «Oui, mais bon, en même temps, ah mais vous voyez, je prends plus soin de moi et tout». J'ai dit: «Non, mais il y a des priorités, en fait. C'est normal qu'au bout d'un moment, enfin, la personne, elle est fatiguée, elle a des chimios, elle a des radiothérapies, elle a tout ça, elle est là: "Oui, mais je lui plais plus et tout", et j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de les frapper, les mecs, mais Ouais. j'ai pas le droit. J'ai pas le Zut droit. alors. C'est dommage. Dans le cadre du syndicat, j'ai vu quand on a un handicap, une RQTH, comment on fait pour demander un temps partiel thérapeutique, des choses de droit, mais c'est des demandes renouvelables dans une certaine limite, machin, enfin, c'est des démarches à n'en plus pouvoir. Il faut prouver qu'on est handicapé. Et comme le disait Aline, un aveugle, il retrouve pas la vue. Quelqu'un qui a une sclérose en plaques, eh ben, c'est une maladie qui ne va pas en s'améliorant. C'est horrible, mais c'est comme ça. Du coup, à quel moment tu as la sclérose en plaques, va pas en rajouter une caisse en disant peut-être. Ben, dans ce cas-là, prix Nobel de médecine s'ils ont réussi à la guérir. Donc au bout d'un moment, faut même à l'hôpital, il y a des trucs qui sont pas adaptés pour les gens handicapés. Faut quand même le savoir. Alors que c'est l'endroit où statistiquement on a le plus de chances d'avoir des gens qui viennent se faire prendre en soin et d'avoir des handicaps temporaires ou permanents. Enfin, Milou, elle l'a dit, c'est le handicap, c'est aussi parce que nous, on, on s'adapte pas, enfin, on n'essaye même pas, en fait. Bah non, bah non. C'est pas, Pendant des années, pour la pension d'invalidité, tu devais envoyer un courrier tous les ans pour prouver que t'étais pas mort. c'est horrible. Oh mon Dieu. C'était même pas une démarche où, bon, bah, on arrête de payer la pension si on nous envoie un certificat de décès. C'est non, non. Je vous jure, et si tu l'envoyais pas en temps et en heure, on suspendait ton allocation. Oh mon Dieu. Ah oui. Et une fois que t'es déclaré mort, va-t'en prouver que tu es vivant. C'est ça aussi le truc parfois. Ouais. Ça a dû arriver, c'est sûr, en plus. Hein. Ah oui, Mm. non mais ça arrive très souvent. Mais je pense qu'effectivement, il y a une dimension, il y a une dimension d'illégitimité qui ouvre la porte à plein d'abus. Il y a cette dimension de, oui, bah, mon compagnon, il est pas top avec moi, mais en même temps, enfin, il est déjà bien courageux d'accepter une femme qui a des failles et dont il doit s'occuper. Il y a vraiment cette notion de, bon, bah, ouais, mais si ça finit, je vais me retrouver toute seule, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur le sujet avant que je Non, change mais en de... fait, là, Vas-y. je rebondis sur juste 2 secondes sur Iphigénie. En fait, puisque moi, vous le savez, je suis mère de 2 adolescents. Et je me souviens très bien au moment de la séparation, puisque je suis pas restée avec leur papa. Et en fait, je trouvais déjà, tu vois, en tant que femme blanche, cis, ayant un boulot, que se séparer d'une personne avec 2 enfants, c'était déjà compliqué. Mais compliqué, hein. Et en fait, tu vois, rien qu'avoir tes chiffres, donc du coup, je me rends compte qu'en fait, pour nous, ce qui est compliqué en tant que femme valide, j'imagine à peine en tant que femme handicapée. Et en plus, on doit en rajouter une couche, tu vois. Et je t'ai dit, hein, je suis chanceuse. Je suis une femme blanche, cis, tu vois, et avec un boulot plutôt sympa, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que quand un homme quitte une femme, c'est jamais compliqué. Bah non. Non, mais clairement. C'est jamais compliqué, en fait, il peut partir. Par contre, quand une femme quitte un homme, déjà, si elle quitte un homme pour un autre homme, elle se fait traiter un peu de tous les noms. Mais Bien si sûr. elle quitte un homme juste pour être libre, ou pire, pour une femme, oh mon Dieu! Eh ben, là, il y a tout le propre, tu vois. Et en fait, je me souviens que quand je recommençais à fréquenter des gens, enfin, à fréquenter des hommes, donc après ma séparation, au bout d'un moment. Et en fait, j'avais des discussions, tu sais, des collègues de boulot, pas toujours très jojo et machin. Et en fait, à chaque fois, c'est, enfin bon, s'il accepte les enfants, faut pas être trop difficile parce que tu comprends, t'en as déjà 2, quoi. Ouais. Et ça, tu vois, c'est des réalités que j'ai vécues. Et donc, je me dis que, pour une femme handicapée, en fait, on les entraîne à accepter cet état de fait parce que tu comprends
il a accepté le handicap. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je fais le parallèle avec ma vie privée qui est, bon, je m'en fous en fait. Mais voilà. Quelqu'un avait dit, j'ai encore oublié qui c'était une affreuse personne, que peut-être quand on est au SMIC, on se sépare pas. Quand on est au SMIC avec 2 enfants, peut-être on se sépare pas. C'était un débat sur les familles monoparentales, etc. Et Il y avait pas aussi à un moment donné un débat sur le fait de couper les allocs aux mères célibataires? Ça les encouragerait à se remettre en couple à un moment donné. ça peut être la même personne ou quelqu'un de Oh, sûrement, oui. Horrible. Vas-y, un Oui. tel. Voilà. On a quand même une liberté de choisir. Enfin, on est censé avoir une liberté de choisir. Mais de toute façon, quand on quitte un homme et qu'on dit ah, mais il était comme ci, comme ça. Ah, mais ah bon, oh, bah, ça se saurait. Il est gentil avec nous. J'ai jamais rien vu. Ouais. Oh, et c'est bon. Est-ce qu'il t'a vraiment fait ça et tout? Bon, je vais pas rentrer dans le détail de certains. Genre, on te croit pas ou genre, faut que tu justifies. Et toi, quand tu trouves un mec, eh ben voilà, c'est juste qu'elle avait quelqu'un en réserve. Mmh. Voilà, la fameuse réserve d'homme. Ah, alors, oh, pas celui-là, quand même, il rabaisse pas la lunette. Lui, ah, lui, il se lave, c'est déjà pas mal, allez, je le garde. C'est bon, quoi. Il fait le minimum syndical, il faut que je le garde, hein. Parce qu'on va pas se mentir, les exigences pour les femmes, nous, on leur demande pas de se enfin, moi, le mec qui me dit: «Ah, t'es poilu», je lui dis: «Je vais l'envoyer se faire épiler le sillon interfessier», il revient, j'ai «OK». Là, non, mais c'est vrai, ils ont des exigences de ouf Ouais. et nous, des fois, mes copines, elles sont là: «Oh, mais tu sais, il est poli, il fait pas saleté quand il mange». Je dis: «C'est un enfant de 3 ans ou c'est un homme?» Il sait s'habiller tout seul. Il s'est laissé ses chaussures et compter jusqu'à 3, c'est ça? Je sais plus c'était quoi la comptine. il l'aide, Non, mais Ou tu Ouais, sais ouais, quand... aide à la maison. Bah C'est oui. pas sa maison, tu vois. Bah non. Ou sinon, quand tu es célibataire et que tu cherches l'heureux élu, hein, on va pas se mentir, c'est toujours que toi, tu as des exigences trop fortes et qu'il faut que tu Bah revoies à oui. la baisse ce que tu veux. Ouais. Non, c'est pas ça. Pas vrai. Non, ça marche pas comme ça. oh. Moi, je me souviens de ma grand-mère quand je me suis installée avec ma compagne. Ça la dérangeait, non, elle dérangeait pas plus que ça, mais elle a eu une réflexion, elle fait, mais quand même, je me demande comment elles vont faire quand il faudra réparer un meuble ou percer un. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah oui, le classique. Le classique. C'est pas parce que t'as un mec que tu sais faire un trou avec une perceuse, hein. Moi, je dis C'est ça. je dis rien, hein. En l'occurrence, on savait toutes les deux faire des trous avec des perces. Mais bon, Et le mode d'emploi IKEA, c'est ça. ouais, mais ça, c'est parce qu'on est lesbienne. On est obligé, sinon comment? Milou, J'enchaîne tu sur le enchaînes? 2e livre. Bah, j'avais envie de trouver un livre d'une autrice noire ou en tout cas racisée pour en parler. Sauf que j'en ai pas lu beaucoup et que le seul autre que j'ai lu, il aurait fallu que je prenne beaucoup plus pour me sentir à l'aise d'en parler sans dire de bêtises. Du coup, j'ai décidé de vous parler de celui-là qui s'appelle Lettre à une de Françoise Zega. Françoise Zega, c'est une autrice martiniquaise qui est arrivée à Marseille dans les années 50. Et en fait, de ce qu'elle, c'est un livre qui se présente comme un journal intime avec des entrées 8 mai 1963, 15 avril. Et en fait, c'est une dame qui est, de son point de vue, relativement privilégiée parce que théoriquement, son mari gagne assez et qu'elle n'aurait pour élever ses enfants et pour qu'ils s'en sortent bien. Mais elle décide de faire on pourrait appeler une sociale. Et elle va chercher à se faire comme femme de ménage, c'est des blanches bourgeoises qui cherchent des antillaises pour faire le ménage. Et donc elle fait vraiment ça, elle présente vraiment ça comme une enquête. Donc elle passe de patronne en patronne. Donc on voit des personnalités assez. Et en fait, tout le principe du livre, c'est de témoigner des sévices et du racisme que subissent les femmes antillaises qui travaillent comme femmes de ménage. Apparemment, il y en avait vraiment beaucoup à Marseille à ce moment-là. Sachant que elle en est contente du fait que elle le fait pour vivre un peu, pour pouvoir témoigner d'elle-même de ce qui se passe, mais qu'elle pourrait, elle en aurait. Il y a beaucoup de ces de femmes de ses compatriotes qui sont contraintes de travailler gratuitement en plus parce que c'est un organisme où même
qui a payé son voyage depuis les Antilles ou un autre pays d'Afrique, et que du coup elles sont contraintes de travailler gratuitement pour rembourser le voyage. Donc voilà, le Bumidium n'existait pas encore, mais on sent déjà que l'idée était là. Donc par exemple, j'ai un passage qui m'a vraiment, je crois que c'est une des premières patronnes chez qui elle travaille, qui m'a vraiment impressionnée parce que la dame chez qui elle travaille, dès qu'elle est de mauvaise humeur, elle lui fait faire toutes les tâches les plus ingrates, du style salir exprès un tapis. Et donc tout du long, elle écrit sous forme de journal. L'autrice s'adresse, tout du long, elle s'adresse à une Carolina. Et en fait, on comprend au fur et à mesure que c'est Carolina, elle parle de Carolina Maria de Jesus, de Jésus. Je vais pas essayer de prendre l'accent espagnol, je ne sais pas pourquoi j'ai essayé. Qui est une écrivaine qu'elle a découvert dans un Paris Match. Et du coup, en tout cas, c'est une autrice dont l'œuvre lui a plu. Et tout du long, elle s'adresse à voilà, Carolina, aujourd'hui, j'ai changé de patron. Et donc, elle a écrit tous ces témoignages entrecoupés de récits d'entraide entre compatriotes martiniquais et personnes d'autres origines d'ailleurs. Elle écrit parfois dans le bus, le plus souvent sur la table de sa cuisine, tout en ayant derrière son mari qui lui demande quand est-ce que le repas est prêt et qui lui dit que de toute façon, ça sera jamais publié. Je pensais très très fort à Virginia Woolf qui disait que tant qu'une femme n'a pas une pièce à soi pour écrire, ou pour créer en tout cas, elle n'y arrivera, elle n'y arrivera pas. Et ben en tout cas, Ega a fini, elle a pas écrit, elle a écrit un deuxième livre qui est pas disponible. J'ai tellement aimé que j'avais cherché s'il y avait moyen de lire d'autres trucs d'elle. Donc un deuxième livre qui est plus édité. Mais je vous encourage vraiment à lire. Comme c'est sous forme de journal, ça peut se lire, ça peut se picorer un peu. C'est les récits sont, enfin le thème abordé est lourd évidemment, mais c'est pas non plus misérabiliste et elle est vraiment pleine de justice sociale. Et elle passe son temps en leur disant que non mais il est obligé de te payer même si ceci, même si cela. Je sais plus si elle parle de syndicat ou pas, mais en tout cas ça m'aurait pas étonné. Donc voilà, c'est vrai, c'est vraiment pas du tout juste misérabiliste. On la sent qui a envie un peu d'en dépoudre à la mesure de ses moyens. Et voilà. Et du coup, c'était vraiment un livre qui était très intéressant, tant dans la forme que dans les faits racontés. Moi, j'étais un peu plus renseignée sur ce qui s'est passé une fois que le bureau. Alors, je me souviens plus c'est quoi pour l'acronyme de Bumidum, mais une fois que le Bumidum a organisé des actives des dom-toms. Mais du coup, ça, c'était la période avant. De toute façon, les problèmes de racisme sont pas nouveaux en France et c'était intéressant. Voilà. Et juste avant que vous réagissiez, je voulais recommander un autre livre que lui, je n'ai pas lu, mais qui fait écho en étant beaucoup plus contemporain, qui est le livre Survie au taf, stratégie d'autodéfense pour personnes minorisées de Marie da Silva, qui est une coach noire, je crois, qui pendant très longtemps avait fait je crois que c'était jeudi Survie au taf sur Twitter, où elle donnait des petits tips pour répondre au racisme et mieux gérer personnellement dans un contexte professionnel du racisme. Bah, merci beaucoup. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Moi, ça me fait penser à un autre livre, Le quai de Westreham. Oh mon Dieu, c'est à côté de chez moi en plus. De Florence Aubenas, Le quai de Westreham, où elle est partie un peu undercover dans les compagnies de ferry. Elle s'est mise comment dire? Il est tard, j'ai du mal avec mes mots. Ouais. Elle est un peu rentrée sous couverture dans une compagnie de nettoyage, donc elle était au milieu des techniciennes de surface. Et elle a vécu cette vie-là pendant quelques mois au milieu de ces femmes à qui on demande de nettoyer le vomi pour 3 fois rien sur les ferries qui partent en Angleterre. Et dans ce livre-là, elle livre son témoignage et il me semble que ça a été adapté en film. Donc voilà, ça me faisait penser à ça. On n'est pas sur on n'est pas sur des femmes antillaises qui en plus subissent le racisme, même si dans ses collègues Florence Aubenas avait des personnes racisées. Elle apporte son regard de femme blanche privilégiée en fait et son regard de journaliste. Mais voilà. Ouistreham. Voilà, tu couperas Ouistreham et tu pourras le replacer sur les mots avant. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Pour parler plus de sortes de femmes racisées, j'ai une poupée parce que je comptais en parler plus tard, mais du coup, je vais en parler maintenant. Il y a un livre qui est absolument incroyable,
Vous sentez l'attention que je donne dans mes mots fatigués. C'est incroyable. De River Solomon, qui s'appelle Les Abysses. Je sais pas si l'une de vous l'a lu. Oui. Je pense que c'est exactement le sujet pour clore, en fait, par rapport les personnes racisées. C'est-à-dire que là, on est dans un monde moderne, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Vous sentez le ton acide et la petite remontée qui va avec. Mais là, on parle justement de femmes noires qui étaient embarquées dans des galères dans le commerce triangulaire, tout simplement. Et j'avoue que pareil, si vous voulez vous sortir un petit peu de la littérature blanche et de la littérature, la littérature écrite par, pour le coup là, c'est de la SF. Donc on peut dire, entre la SF et la fantasy. Donc on peut dire de la littérature de genre écrite, et c'est une personne non binaire noire, là vous y allez. Ouais, clairement. Bon, Surtout qu'elle a fait ça elle a écrit ce livre en fonction d'un album de techno. C'est assez incroyable, franchement. Et puis c'est surtout que il y a pas de héros ou de héroïne là-dedans, et j'en parlerai un peu plus dans mes solutions du coup. C'est juste une histoire, c'est juste une théorie. En fait, sa théorie principale, c'est que toutes ces femmes qui tombaient enceintes sur les négriers, parce que les vaisseaux étaient appelés les négriers à l'époque, il y a aucune connotation dans ce que je suis en train de dire, en fait, étaient tout simplement jetées à l'eau. Donc ces femmes étaient violées constamment, et une fois qu'elles tombaient enceintes, elles étaient jetées par-dessus bord et elles se noyaient. Et River Solomon disait tout simplement que ces femmes se transforment en sirènes et qu'elles gardaient une mémoire collective sur tous ces agissements, mais que pour leur bien, pour éviter qu'elles souffrent trop, il n'y avait qu'une seule de ces sirènes, entre guillemets, qui gardait la mémoire de tous ces agissements. Donc il y avait qu'une seule personne qui avait conscience, en fait, qui avait conscience de tout ça. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie.